Alors un petit document qui présente les zèbres en introduction aux cours généralement qu'on peut faire en industrie, en entreprise, pour montrer aux gens la possibilité d'avoir une autre façon de penser, une autre façon d'agir. C'est une importance capitale qu'on l'exprime pour tout ce qui est gestion, pour tout ce qui est organisation du travail, pour tout ce qui est gestion de l'émotionnel en entreprise. Donc il est intéressant de prendre en considération la question de la zébritude, c'est-à-dire de ces gens qui sont généralement doués, voire surdoués, qui ont un potentiel intéressant, qui est le témoin d'une évolution de conscience au niveau de l'environnement et de sa propre personne. Et ces personnes-là sont de plus en plus nombreux actuellement, à tel point que d'ici quelques années, ils finiront par remplacer l'entièreté de la population, ce qu'on peut présumer et imaginer à relativement court terme. Pour bien comprendre ce qu'est un zèbre, on le définit en fonction du quotient intellectuel, qui est la référence qui est utilisée par la psychologie pour déterminer les capacités d'une personne. Elle se base sur un ensemble de considérations qui testent des éléments d'une même catégorie, une sorte d'item qui va permettre de classifier, de classer, de standardiser, de normaliser la personne et les personnes en fonction d'un groupe et d'une appartenance à peu près équivalente. Donc il y a deux types de choses qui permettent de définir le QI, qui sont la WIS4 pour les enfants et le WAIS pour les adultes. Ce qui est intéressant ici, dans ce cadre-ci, c'est de savoir effectivement que ça ne donne aucune capacité, aucun témoin en tout cas de capacités qui sont artistiques ou émotionnelles. Et la définition de Grandner qui reprend plus 8 intelligences ou 8 types d'intelligence différentes est plus adaptée, je pense, que cette notion de QI, qui est d'ailleurs de plus en plus abandonnée maintenant en industrie, remplacée souvent par le quotient émotionnel qui a déjà fait ses preuves comme étant une contre-possibilité d'exprimer son potentiel ou son intelligence. Simplement pour placer le QI dans un ensemble, la moyenne est aux environs de 100 et chez les neuromopensants, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas zèbres, qu'on appelle les neurotypiques aussi, et la limite est généralement estimée à 130. Au-delà, on commence à parler de surdouance, de douance, d'hyperpotentiel, de facultés supérieures. Donc là, simplement pour déterminer qu'effectivement la signification, c'est pas seulement qu'une mesure et une échelle, une valeur, c'est aussi une différence entre les items qui ne sont pas forcément homogènes. Et donc on peut s'apercevoir ici, par exemple, chez l'enfant, que des items sont plus faibles ou plus grands l'un par rapport à l'autre, ce qui témoigne aussi qu'il y a quelque chose qui ne rentre plus dans cette normalisation du QI comme elle a été établie déjà depuis des années. Alors la spécificité de fonctionnement chez les zèbres, c'est là où ça devient intéressant, c'est que généralement ces personnes-là utilisent le cerveau droit et ont un fonctionnement en arborescence. On va voir ça sur le slide suivant. Ils ont un taux de sommeil paradoxal plus élevé. Il y a une chose qui est très importante, c'est que la vitesse de conduction nerveuse est plus rapide. Et on verra pourquoi, puisque quand on travaille en arborescence, on va travailler avec des étages qui travaillent pratiquement en parallèle, et donc on a besoin de plus de vitesse de conduction. Il y a plus de connexions neuronales, il y a 50%, une estimation de 50% de connexions neuronales en plus, donc il n'y a pas plus de neurones, mais il y a plus de connexions neuronales. Il y a une suractivation du cortex frontal, ça c'est plus pour le témoin de l'apparition d'une conscience et d'une conscience un peu plus évoluée. Et pour l'instant, on estime la population officiellement, on va dire, à 30%. Et moi qui suis confronté à ces choses-là déjà depuis des années, à ces personnes-là depuis des années, je pense qu'on est plus entre 40 et 50% qu'au niveau de 30%. Il y en a de plus en plus et ça évolue évidemment d'année en année. Le fonctionnement cognitif donc est basé sur une prévalence de l'hémisphère droit, donc on n'utilise pas jamais qu'un seul hémisphère, on travaille avec les deux hémisphères, mais il y a un hémisphère qui travaille toujours en priorité, on va dire, c'est chez les zèbres, le cerveau droit. Donc il y a un traitement d'arborescence qui utilise plus la notion d'image, il y a un fonctionnement par analogie, c'est-à-dire que le fonctionnement en arborescence, comme on le verra, est un fonctionnement qui travaille où on fait des analogies avec
des problèmes qui sont déjà apparus et qui ont été solutionnés. Donc on va utiliser l'intuition plutôt que la réflexion. C'est un cerveau qui est plus créatif, qui utilise la pensée divergente, alors que l'autre, l'hémisphère gauche, utilise la pensée argumentée. Et c'est un cerveau qui est plus dans qui est plus dans le côté émotionnel, on va dire. Tandis que l'autre est plus rationnel et analytique. L'hémisphère gauche travaille de manière séquentielle et on voit effectivement maintenant comment cela fonctionne. Eh bien, on a un problème qui doit être résolu va se faire étape par étape chez l'hémisphère gauche. Donc un problème qui apparaît, on va trouver une première étape et puis cette première étape va générer une deuxième étape de réflexion, puis une troisième étape de réflexion jusqu'à arriver à un résultat de la problématique, tandis que chez le zèbre, on aura un traitement qui est en arborescence et par association, donc une pensée qui en induit une autre, et on traite tout en même temps. Donc on a un ensemble de pensées qui vont venir se mettre, qui sont des similitudes avec ce qui est des états qui sont déjà apparus et existés, qui ont déjà été résolus, et on va traiter l'information de cette manière-là. Juste une petite différence pour savoir qu'effectivement, on comprend pourquoi il y a beaucoup plus de connexions nécessaires et qu'il y a des vitesses qui doivent être supérieures parce que justement, la problématique de résolution, elle est complètement différente. C'est pour ça qu'on le zèbre a toujours l'impression d'avoir un cerveau qui marche à 350 à l'heure, ce qui n'est pas une impression. Alors donc, ça permet justement d'avoir une vision globale de l'information, donc puisqu'on a une vision simultanée des problèmes et du problème qui est étudié. Et paradoxalement, la démarche séquentielle et analytique, elle est plus longue en résolution et elle demande plus d'énergie. C'est très curieux parce qu'on aurait l'impression de dire que ça demande plus d'énergie que de travailler en arborescence, mais en réalité non. Le traitement analogique donc fait référence à des problèmes antérieurs qui ont déjà été posés, qui ont déjà été résolus, et pour un nouveau problème, on va remettre sur la table des problèmes qui ont une similitude pour pouvoir résoudre une nouvelle problématique, et le résultat sera une solution qui va venir, qui va apparaître spontanément, de manière très intuitive, et on ne va pas savoir dire exactement quel est le problème qui a permis de résoudre le nouveau problème, le problème antérieur qui a permis de résoudre le nouveau problème. C'est une façon qui est difficile effectivement à expliquer par rapport à ça, et ça a aussi des difficultés par rapport à l'organisation des idées, pour pouvoir les structurer, puisqu'en réalité tout vient un peu en même temps, et la difficulté pour trier les idées, parce que on a l'impression d'avoir un cerveau qui est complètement encombré en permanence, et on a cette sensation d'agitation interne évidemment qui est extrême et qui n'est pas qu'une sensation, il y a vraiment quelque chose qui était effectivement fort. Comme je le disais, donc c'est très difficile d'expliquer le raisonnement. La solution, elle apparaît de manière intuitive et ça permet effectivement d'avoir une réponse qui est très rapide, mais qui est difficilement explicable. On est un peu dans le principe de la PNL qui explique effectivement un peu cet inconsciemment compétent qui n'a plus ses capacités pédagogiques que détient encore toujours le consciemment compétent. Au niveau du raisonnement, donc cette étude-ci est une étude qui a été faite par des psychologues, simplement, donc ici, le document qui vous est présenté tient compte des informations qui sont émises par la psychologie, notamment par les travaux d'Hélène Aron, qui a passé pratiquement toute son existence à étudier les zèbres. Ça tient aussi compte de blogs qui se trouvent sur l'internet qui sont faits de manière très intelligente et qui sont une source d'informations importante. Ces informations se retrouvent à la fin de l'exposé, vous pourrez éventuellement les consulter si ça vous intéresse. Ça tient compte de mon expertise puisque je suis confronté à la zébritude depuis presque 60 ans maintenant. Et c'est un petit peu une compilation de tout ce qu'on peut trouver à ce niveau-là, mais qui permet simplement de rentrer en excursus, mais simplement en présentation, effectivement, qu'il y a une autre manière de vivre en entreprise, et il y a lieu, effectivement, de tenir compte de ce mode de fonctionnement qui est assez particulier. Donc la pensée en arborescence, pour revenir au slide, la pensée en arborescence engendre une grande flexibilité de pensée, puisque là on a la possibilité de travailler d'un problème en allant de l'entrée jusqu'à la sortie, mais aussi de la sortie jusqu'à une autre entrée pour trouver une autre résolution. Donc ça permet d'ouvrir le champ des possibles à beaucoup d'analyses. L'analyse et l'introspection et l'auto-analyse est une grande spécialité des zèbres, comme on le verra tout à l'heure.
Et ça utilise une mémoire épisodique pour retrouver les situations, et on va voir effectivement que les capacités mémorielles chez les zèbres est assez intéressante. Au niveau du long terme, on a donc une mémoire qui retient tous les problèmes qui sont déjà passés, mais non seulement elle retient l'information du problème, mais elle retient aussi la manière dont les informations sont liées les unes avec les autres. Donc il y a une structure de mémoire qui est totalement particulière, qui tient compte évidemment énormément de la mémoire corporelle, de la mémoire du corps, en plus de la mémoire du cerveau. Au niveau de la mémoire du travail, on a effectivement donc des possibilités de rétention mémorielle plus intéressantes, puisqu'on a, il y a vraiment je vais dire quelque part une maîtrise de la rétention, parce qu'on a besoin justement de cette mémoire plus longtemps pour pouvoir résoudre un problème. Et alors, il y a le pendant qui est actuel, qui est une société qui n'est pas encore adaptée à ce genre de personnage-là, qui va peut-être générer parfois des difficultés au niveau de la scolarité, parce qu'on va essayer de mettre dans des cases des gens qui ne veulent pas aller dans des cases. Autre trouble éventuel qu'on peut trouver, c'est l'hyperactivité. Pour cette raison d'ailleurs, beaucoup de gens sont sous volatine, parce que ce médicament permet de les calmer, mais ça permet aussi de diminuer leur capacité et leur potentiel. Il peut y avoir des troubles du déficit, il peut y avoir des troubles de l'attention, pas forcément permanents, et ils peuvent être compensés effectivement par toutes sortes d'actions qu'on peut mettre sur le corps pour y arriver. Donc on fait plusieurs choses en même temps. Il peut y avoir des troubles par contre de l'attention, mais qui ne sont pas le problème de zèbre, mais qui viennent se greffer de manière supplémentaire à la zébritude. Alors après, au niveau de la gestion intérieure et de la gestion des émotions, on se retrouve avec des gens qui sont parfois très frustrés de ne savoir exprimer leurs émotions, et on se retrouve avec des gens qui sont parfois très impulsifs, qui sont en colère ou qui tombent en dépression. Parce que l'hyperémotivité chez les zèbres est quelque chose qui vient se mettre en plus sur leurs troubles, et pas sur leurs troubles, mais sur leur manière d'être, qui est difficile à exprimer. Donc je laisse un peu ces comparaisons qui sont vues alors ici seulement par la psychologie, de toutes les capacités qui s'offrent au monde et au monde de l'entreprise pour pouvoir traiter l'information. C'est assez intéressant parfois de pouvoir justement on prend par exemple l'exemple de passer directement à un raisonnement inverse à partir de la solution d'un problème. Ce sont des choses qui peuvent être très intéressantes à étudier, et d'utiliser un zèbre justement pour le placer devant des problèmes où il va être capable de sortir des solutions dont personne n'avait imaginé auparavant. Il est aussi capable de trouver des choses très très vite, même s'il ne sait pas les expliquer, il trouve parfois la solution à des problèmes beaucoup plus rapidement. Je laisse les autres comparaisons toujours à la lecture. Ça, c'est plus des comparaisons qui sont vues par l'expertise, la mienne et puis celle d'autres personnes qui sont dans le même cas et qui ont fait des blogs, comme je le disais, de manière assez structurée sur le net. Ce sont des gens qui travaillent donc au niveau de l'intuition. Ils travaillent par association d'idées, ils sont très empathiques, déterminés, perfectionnistes. Ils ont cette problématique qui est une énorme problématique de l'hypersensibilité. Et ils sont sujets à la manipulation. Je suis bien placé pour le savoir. Pourquoi ? Parce ce sont des gens qui ont tendance à être dans le partage, à fuir le conflit, à fuir le mensonge. C'est donc le signe d'une conscience en éveil, qui sont responsables. Et donc ils sont tout l'inverse des neurotypiques qui ont cette déviance de la manipulation et d'être des manipulateurs pervers parfois, et qui vont utiliser la bienveillance naturelle d'un zèbre pour pouvoir l'exploiter. Et donc ils seront sujets à manipulation. C'est une chose effectivement qui n'est pas une fatalité, parce qu'on se rend compte que les zèbres qui sont sujets à manipulation ont un énorme travail à faire sur l'amour de soi, qui est utilisé par les manipulateurs de tout genre et qui sont neurotypiques, et qu'ils vont utiliser à leur dépens. Le manque d'amour de soi, effectivement, peut éventuellement transformer aussi un zèbre qui manque d'estime de soi, pour pouvoir arriver justement à se placer différemment et à exploiter son plein potentiel. Il se sent vivant à l'intérieur parce qu'il a besoin de vivre quelque chose de vrai. Il a besoin de donner du sens à sa vie. Il a besoin d'avoir quelque chose d'authentique. Il a des valeurs très profondes.
qui est à l'inverse d'un neurotypique, il a une sagesse du cœur. Généralement, ils sont dans le trop quelque chose, donc trop émotionnel, trop analytique, ils sont très introspectifs, trop dans l'auto-analyse, ils ont toujours besoin de réfléchir et réfléchissent beaucoup trop. Ils ont besoin, donc ils ne conçoivent pas la malveillance gratuite, alors que parfois les pervers et les manipulateurs ne conçoivent pas la bienveillance gratuite. Hein, ils considèrent les zèbres comme des bisounours et donc les exploitent comme ils peuvent pour pouvoir en avoir le contrôle. Et puis généralement, comme ils ne conçoivent pas la bienveillance, le pervers manipulateur va se poser des questions sur le fait qu'une autre personne soit naturellement bienveillante et il va le supposer qu'elle l'a roulée, parce que là elle a supposé qu'elle va la voler. Donc c'est pour le manipulateur va se retrouver face à lui-même quelque part où il va penser que l'autre l'exploite naturellement parce qu'il est trop gentil. Le grand défaut des zèbres aussi, c'est qu'ils se sentent très mal incarnés parce qu'ils se retrouvent effectivement dans un monde de neurotypiques qui ne sont pas toujours sympathiques. Ce n'est pas tellement la norme effectivement d'avoir un monde où tout va bien, qui est leur monde à eux. Ils se sentent un petit peu extraterrestres par rapport à ce monde-là. Et ils ont parfois aussi ces fameux syndromes de sauveur, d'Atlas, de porter le monde sur leurs épaules, etc., etc. Donc ils peuvent sembler immatures et ils peuvent sembler parfois très immatures au moment où ils sont stressés. Et on va voir effectivement que comme ils sont hyper émotifs, ils rentrent dans des états émotionnels qui sont incroyablement perturbants à l'intérieur d'eux-mêmes. Un neurotypique ne peut concevoir ce genre de perturbation. C'est une explosion intérieure qui les met dans des états qui les rend particulièrement immatures ou qui semblent un peu tout à fait décalés par rapport à la situation dans laquelle ils se trouvent. Donc les conseils de vie pour les zèbres, c'est de faire très attention à leur hygiène de vie. Donc au niveau de l'alimentation, puisqu'ils sont très influencés par ce deuxième cerveau qui sont les intestins, et donc faire attention à leur ancrage aussi, à leur corporalité en général, de rester vraiment, de continuer à exploiter le plus souvent possible cette capacité intrinsèque de créativité qui est chez eux, et qui est vraiment un garde-fou, vraiment important. Évidemment, au niveau des maladies, on se retrouve avec les maladies du système digestif, puisque c'est le deuxième cerveau, des maladies du système nerveux comme la dépression. Et alors, il y a toutes sortes de choses qui sont très particulières aux zèbres et une façon de pouvoir utiliser la méditation, par exemple, et des anticontraceptifs qui ne sont pas classiques parce que le corps va les rejeter. Et un état de stress va générer une cause de la rupture de l'équilibre de leur bien-être et de leur être intérieur qui va beaucoup les changer au niveau des 4 axes. Donc le corps va lui somatiser très très vite quand il est dans un état de stress. Il va évidemment y avoir un problème émotionnel extraordinaire qui peut aller très très loin. Le mental qui marche déjà à 350 à l'heure, qui va recevoir un pavé dans la mare quand ce sera un état de stress et qui va commencer à avoir de la négativité, d'avoir des problèmes de concentration, d'avoir des problèmes de jugement, puisque la capacité d'introspection est énorme chez un zèbre. Et ensuite, le zèbre va compenser avec des comportements boulimiques, anorexiques, et des problèmes d'addiction de toutes sortes de genres, et puis des agitations un peu particulières. On va se demander pourquoi la personne est aussi agitée, alors que rien à l'extérieur ne semble devoir être agité à ce point-là. Il va se faire souvent des cinémas et des films, mais en fait, c'est lié à l'émotionnel qu'il n'arrive plus à gérer. Pour terminer cette petite présentation, il y a simplement une note par rapport à plusieurs types de zèbres possibles. Elles sont classifiées en tout cas sous 2 manières. La problématique des gens qui ont une forte estime d'eux-mêmes ou une estime de soi normale, et les gens qui ont une faible estime d'eux-mêmes qui va entraîner des déviances dans leur comportement. Deux types qui sont le gagnant et l'autonome, c'est-à-dire un zèbre qui va se placer dans la société, qui va être quelqu'un qui va utiliser son potentiel, qui va sublimer cette capacité intellectuelle dans la société, à être un chef d'entreprise de haut niveau, à être un cadre de très haut niveau, quelqu'un qui a des grandes capacités. Le zèbre autonome, lui, il va pouvoir être capable
de gérer sa vie entièrement, il n'aura absolument plus besoin de l'extérieur, et tout un ensemble de types où ils ont un problème effectivement de gestion intérieure parce qu'ils sont en colère, parce qu'ils sont dans le déni d'eux-mêmes, ou bien ils ont honte d'eux-mêmes, ou alors ils ont vraiment un problème avec plusieurs troubles qui viennent se mêler dans l'histoire comme on le verra. Alors en vitesse, le gagnant, donc c'est quelqu'un qui est très bien placé dans la société, qui est bien accepté, il intellectualise beaucoup ses émotions. Donc, c'est-à-dire qu'il va pouvoir se placer dans la société parce qu'on ne va pas se rendre compte effectivement que c'est un hypersensible. Il est réussi à intellectualiser ou à mentaliser les émotions. Il a évidemment toutes les caractéristiques d'un zèbre, c'est-à-dire qu'il ne prendra que peu de risques, il est très perfectionniste, il est beaucoup sujet, il est très anxieux, il a peur de l'échec et de l'autocritique. Il se sent responsable du monde, ça c'est une des grandes caractéristiques des zèbres. Par contre, il a une différence significative avec l'autonome, c'est qu'il a encore besoin de motivation à l'extérieur de lui-même. Donc il a besoin que les autres le motivent pour qu'il soit performant. Tandis qu'un autonome, un zèbre autonome, il a cette capacité de pouvoir gérer sa vie complètement et d'être dans un état où l'extérieur, effectivement, ne l'influence plus beaucoup. C'est ce qui fait un petit peu la différence. Alors pour le reste, c'est toujours donc des gens qui utilisent leur potentiel, aussi bien intellectuel que émotionnel, qu'à tous les niveaux. Ils utilisent leur cerveau, effectivement, pour pouvoir résoudre des problèmes de vie et des problèmes existentiels. Pour ceux qui ont une faible estime d'eux-mêmes, le premier, c'est le provocateur. Donc c'est celui il a évidemment les caractéristiques d'un zèbre, mais il n'arrive pas à gérer ses émotions et il essaye de les imposer à la société par rapport à l'autre qui n'a pas plus besoin d'avoir l'approbation de l'extérieur. Et il finit par être dans la société où il s'ennuie. Il n'a pas de... C'est celui qui est là, il ne trouve pas vraiment de raison de vivre, il est très frustré et il est sujet à son émotionnel qui va le guider un petit peu comme il veut. Et l'extérieur va le trouver effectivement agaçant, rebelle, contestateur. Généralement, il ne sera même pas tellement vu comme un haut potentiel parce qu'il arrivera tellement à se dénigrer, à dénigrer tout le monde qu'il va finir par rester seul et plus personne ne va s'intéresser à ses capacités. Le type de zèbre honteux, c'est assez féminin. Il manque d'assurance. Il est évidemment avec des masques qui permettent d'essayer de compenser ce regard qu'il a sur lui. Il a honte de ce qu'il est. Donc il estime que ses capacités sont peu intéressantes. Il se sent évidemment très nul, pas du tout intelligent. Il manque d'assurance. Évidemment, c'est toujours quelqu'un qui rejette les défis. Rejeter les défis, ne pas prendre de risques, c'est vraiment quelqu'un c'est le type des zèbres. Mais il n'arrive pas à s'affirmer par rapport aux autres. Il n'arrive pas à se gérer lui-même en tant que tout par rapport à l'extérieur. Il est honteux de ce qu'il est. Celui qui est en colère, là, c'est vraiment quelqu'un qui vit dans le stress de la défensive en permanence. Il est en permanence occupé de se battre. On le voit, il ne termine jamais ses projets. Il fait un travail qui n'est pas du tout régulier. Un jour ça va, un jour ça ne marche pas. Il est beaucoup dans la colère par rapport à lui-même, parce qu'il se sent, il finit par s'épuiser complètement et il finit par perdre tout son temps et son énergie. Alors il y a un dernier type effectivement qui n'a vraiment pas de chance malheureusement, et au même titre que les neurotypiques, c'est quelqu'un qui se retrouve avec plusieurs troubles, soit des troubles de l'attention, soit des troubles effectivement très importants au niveau affectif, ou alors un handicap physique qui vient se greffer sur cet état de zébritude et qui va en plus donc interférer par rapport à tous ces états-là. Donc là, vraiment, on se retrouve avec quelqu'un qui a vraiment beaucoup de mal à l'intérieur de lui-même et qui sera vu à l'extérieur comme quelqu'un de bizarre et il se sentira complètement nul et stupide par rapport à ça. Ce qu'il faut en retenir effectivement, c'est qu'on peut passer d'un type à l'autre, donc on peut arriver à sublimer le type dans lequel on est, par mon expérience, en tout cas, simplement en apportant de l'amour de soi, donc prendre conscience de cette faible estime de soi, et de prendre de l'amour de soi pour pouvoir arriver à un type qui est généralement le type autonome. Et alors, il y a le problème inverse aussi, c'est que quelqu'un qui sera, même si c'est un autonome ou un gagnant, quelqu'un qui sera dans la problématique du stress qui deviendra tellement constant, permanent, c'est un peu ce que j'ai vécu en étant zèbre autonome. J'ai vécu un stress permanent dans l'entreprise dans laquelle j'étais, par une direction qui était un peu particulière.
je me retrouve effectivement à changer de type et à commencer à douter de moi parce qu'on se retrouve avec quelqu'un qui vous sape et qui vous démolit. Et puis on finit par changer de type complètement et d'avoir un travail à faire pour rattraper ce que l'on était. Il y a aussi une autre chose qui est intéressante à faire, c'est que l'évolution de la conscience sur Terre demande aussi qu'on nettoie tous les corps de souffrance qui ont été utilisés dans le temps quand on était dans un fonctionnement purement égotique et non pas dicté par une conscience. Et quand on était dans ce fonctionnement-là, bien que l'ego soit un superbe moteur, il a aussi généré un corps de souffrance qui est un peu une espèce de dragon du seuil qui garde un petit peu toutes les peurs et toutes les choses qui sont passées depuis l'enfance ou dans les vies antérieures pour ceux qui y croient. Alors je donne ici simplement à la fin un petit dessin animé qui montre un peu par quel cheminement un zèbre peut passer pour passer du coq à l'âne pour revenir au coq. Donc voilà, c'est un peu quelque chose qui est intéressant à regarder et de lire ça un peu pour s'imaginer qu'effectivement ça se passe parfois par des voies très bizarroïdes et que le fonctionnement et le raisonnement peut passer par des voies très particulières. Donc voilà, je cite ici effectivement les sources d'informations qui ont été utilisées pour faire ce document. Donc on est bien dans des documents qui viennent de la psychologie reconnue par la psychologie neuropsychologie, les travaux d'Hélène Aron qui sont extraordinaires en cette matière-là. Ensuite, on retrouve des choses sur les blogs pour des gens qui ont été confrontés à cette problématique-là. Merci de votre écoute.